Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes avec ce soir une émission exceptionnelle, un hors-série, un débat sur l'actualité internationale avec des commentateurs internationaux, la classe. Le sommet sur les réfugiés de Bruxelles, Volkswagen das escroc, le voyage du Bad Pope aux États-Unis sont quelques-uns des thèmes qui seront évoqués dans la deuxième partie de l'émission et nous avons le privilège d'être accompagnés ce soir tout au long de l'émission par un grand témoin, l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, démocrate chrétien et europhile engagé, je n'ai pas dit enragé, qui a dirigé l'Italie avant Matteo Renzi, ce salopio qui l'a fait tomber. L'état de l'Europe, de la France et de l'Italie avec Enrico, c'est après son empreinte digitale, signée Sandrine Le Calvez. Enrico Letta. Au premier coup d'œil sur le net, pas de doute, l'Italien que vous êtes soigne sa e-réputation. Avec ou sans les mains, pas un faux pli. Twitter, Facebook, tout est parfaitement maîtrisé, impeccable, comme votre carrière. Grazie et bon lavoro. À 49 ans, catho de gauche et européen convaincu, vous avez consacré 25 ans à la politique depuis le conseil municipal de Pise dans votre jeunesse. En 2 clics défilent les cabinets ministériels, les rencontres importantes et le Graal, le Palais Chigi, le Matignon italien. En 2013, vous êtes devenu l'un des plus jeunes des nombreux chefs de gouvernement qu'a connu l'Italie. Mais l'histoire retiendra que c'est vous qui êtes à l'origine de Mare Nostrum, une opération de sauvetage en mer des migrants, car une tragédie vous a profondément marqué. Le drame de Lampedusa concerne toute l'Europe. 300 personnes ont péri à quelques kilomètres des côtes qu'ils espéraient atteindre. L'Italie était en deuil aujourd'hui. Pour la presse française, vous donnez l'image d'un prodige de la politique, un dirigeant sérieux, mais peut-être pas assez bagarreur. L'ambitieux Matteo Renzi vous a mis KO. Au bout de 10 mois, il vous a délogé du Palais Chigi en retournant votre propre famille politique, le Parti démocrate, contre vous. Une humiliation publique cruelle. Un épisode qui explique peut-être qu'aujourd'hui, vous avez quitté la politique et l'Italie pour diriger la Business School de Sciences Po à Paris. Pourquoi ce choix de leader? Allez-vous vous contenter d'un statut de follower, de suiveur? Êtes-vous toujours un homme engagé? Bonsoir Nadia, bonsoir à tout le monde. Oui, à la vous êtes assez nombreux ce soir avec vos amis. Bonsoir Renaud Déby. Bonsoir Elisabeth. Et bonsoir Enrico Letta. Bonsoir, ça va? Pas assez bagarreur. Qu'entends-je dans ce portrait? Bon, sérieux, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal, sérieux. Enrico Letta, vous êtes en France, vous êtes venu en France avec armes et bagages, avec votre famille, vous êtes installé à Paris. On a du mal à croire qu'un homme politique comme vous, aussi jeune et aussi brillant, ne soit pas en réserve d'une certaine façon de la République italienne et prêt à y revenir d'ici quelques années. Vous avez vraiment mis fin à votre trajectoire d'homme politique? Écoutez, il y a 2 choses qui ont changé beaucoup. La première chose, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, l'Internet, on est partout. Oui. Et donc, je continue à suivre la politique, je continue à dire la mienne, je continue mon engagement parce que j'ai démissionné du Parlement. Oui. Je n'ai pas démissionné de l'engagement politique. L'engagement politique, c'est quelque chose que chaque citoyen a, et moi, je l'ai toujours eu, et je continuerai à le voir. Mais l'autre chose, c'est peut-être quelque chose qu'en Italie, on a vécu avec plus de... Voilà. C'est la question du fait que moi, vous savez, j'ai été ministre à 32 ans, il y a 16 ans. 16 ans dans la vie politique. Ça use. C'est pas seulement ça use moi, je pense que ça use les gens aussi. Ça use les électeurs. Alors moi j'ai dit stop, parce que je pense que c'est terminé la longue vie politique de 40 ans dans laquelle vous laissez le poste de Premier ministre pour faire le ministre des Affaires étrangères, puis vous rentrez pour faire... Et je me suis dit qu'aujourd'hui la seule façon de parler aux gens c'est l'authenticité et... Un politicien qui n'a pas de travail, qui n'a pas de métier, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vie réelle. Donc je me suis dit, bon, stop. Mais votre cas est rarissime quand même. Un homme politique qui, au bout de 16 ans seulement au premier plan, raccroche, prend sa retraite politique. En France et en Italie, d'ailleurs, on voit une gérontocratie souvent s'installer. Puis on voit même des anciens, des battus, qui espèrent, qui essayent de revenir. Je suis prêt à parier que le futur sera de plus en plus d'engagement politique dans lesquels vous avez une période
mais dans lesquels il faut absolument que vous ayez une vie, un métier, être sur le terrain, au contact des gens, et puis voilà. Et pas hors sol, comme on dit en sinon, France. les gens ne vous écoutent même plus. Hein. Très bien. Si c'est pas ça, je pense que la capacité de se parler, de s'écouter est complètement nulle. On évoque quelques dossiers. Renaud a commencé par Mare Nostrum, justement, oui, les réfugiés. L'un des principaux actes de votre bilan, de votre passage à la tête du gouvernement italien, c'est la création de Mare Nostrum, ce système, ce dispositif qui visait justement à secourir les réfugiés après la tragédie de Lampedusa. Comment expliquer que finalement ce système n'est pas perduré et quel regard vous jetez sur ce bilan-là? C'est une œuvre dont vous êtes particulièrement fier? Écoutez, je suis fier de ça parce que ça a sauvé des milliers de vies humaines. Je suis fier de ça parce qu'il y a 2 ans, l'Italie a pris la tête d'une discussion en Europe qui est restée pour 2 ans, qui n'a su que se traîner jusqu'à hier. Et je suis amer et très dur en disant ça. Il a fallu qu'il y ait la photo d'un petit enfant, le pauvre Aylan de 3 ans, sur la plage. Seulement cette photo a complètement bouleversé. Alors qu'il y a eu des milliers de morts avant ça. Mais on le savait qu'il y avait des enfants qui mouraient. Il y a eu d'autres photos. Il n'y avait même pas des photos, mais je pense que les dirigeants politiques doivent savoir que il n'y a pas besoin d'une photo pour savoir qu'il faut faire des choses pour éviter que les photos se passent. Mais les dirigeants politiques, certains en tout cas, disaient qu'en même temps Mare Nostrum était un dispositif qui était extrêmement coûteux. C'était trop cher pour durer. Mais vous pensez que les coûts de ne pas avoir fait ça pendant la période où on pouvait le faire d'une façon générale, européenne, en évitant que le problème devienne explosif comme il l'est devenu, ils auraient été moindres. Mare Nostrum coûtait entre 8 et 9 millions d'euros par mois. Je pense que la gestion totalement incontrôlée d'un phénomène qui est sans contrôle aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et en plus, j'ajoute, il y a des choses qui n'ont pas de coût. Les droits humains... Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Qui n'ont pas de prix, excusez-moi. Les droits humains, la solidarité, le fait de séparer la question des réfugiés et la question des migrants pour des raisons économiques. Enfin, nous, on est l'Europe. On ne peut pas traiter ces sujets-là comme on les traite dans d'autres parties du monde qu'on critique. Alors, on va y revenir au cours du débat, mais moi, j'aimerais savoir comment vous évaluez, pour ne pas dire juger, l'action quant à ces questions, au traitement des réfugiés et à la suite de Mare Nostrum, qui est devenue l'opération Triton, par Matteo Renzi. Comment l'Italie s'en sort-elle et comment jugez-vous cette action? Écoutez, là, le problème a été surtout européen, c'est-à-dire que Mare Nostrum avait... l'idée de Mare Nostrum était celle de commencer, nous, l'Italie, et puis de faire ainsi que la chose devienne européenne. Elle n'est pas devenue européenne, donc on est resté coincé dans tout cela. Et maintenant, elle devient européenne, parce qu'on fait tout un autre discours. Je pense qu'on a perdu du temps, et je pense aussi que, vous savez, moi j'ai été très frappé par un étudiant de l'Académie diplomatique de Hanoï. On parlait de migrants en Vietnam, et il me dit, écoutez, mais c'est comme il y a 2000 ans, Rome, Carthage, aujourd'hui l'Italie, la Libye, on ne peut pas échapper à son histoire et à sa géographie, même au temps de l'Internet. Et je pense que ce discours est très vrai. Nous, on est là, on est dans la Méditerranée. On ne peut pas échapper à tout ça. On ne peut pas faire semblant comme si les choses n'existaient pas. Et sur la scène intérieure italienne, votre successeur, Matteo Renzi, il a lancé aussi un vaste chantier de réformes, des réformes économiques, sociales. On sait que l'Italie avait été, elle aussi, durement frappée par la crise. Le code du travail, le statut des fonctionnaires, c'est un vrai réformateur, Matteo Renzi. Il est en train de changer le visage de l'Italie? Il y a des choses que l'Italie est en train de faire, et je pense que ce sont des choses positives. Il faut qu'elle aboutisse, il faut qu'elle ait succès. On est dans une transition. C'est une transition, pour la vérité, qui dure depuis au moins 3-4 ans. Donc il est nécessaire que les choses se fassent, et je suis content. Vous le soutenez? Si les choses se font, je suis content. Vous le soutenez? Vous ne pouvez pas, disons, me demander d'être un fan in love with. Mais, amoureux de. Parce qu'il y a des choses que voilà, surtout une façon de faire les choses.
que je trouve assez... voilà, moi j'ai une attitude différente. Parmi les problèmes ou les points noirs italiens, il y en a un qui s'appelle Cosa Nostra. Et Nadia, vous avez évoqué ce qui s'est passé à Rome au mois d'août. Il y a quelques semaines. Ouais. Une lutte inextinguible contre la pieuvre. C'est une histoire complètement délirante dont vous avez entendu parler, j'imagine. La scène se déroule le 20 août à Rome. Ce jour-là ont lieu les funérailles d'un certain Vittorio Casamonica. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle funéraille. C'est le chef d'un clan mafieux ultra puissant. Et il a été enterré en grande pompe. On a des images sur la musique du film Le Parrain, comme c'est subtil, avec une limousine en guise de corbillard, des pétales de rose largués par un hélicoptère et surtout des banderoles qui le sacrent roi de Rome, des banderoles sur la basilique ou une autre banderole qui disait « Tu as conquis Rome, maintenant tu vas conquérir le paradis ». Alors ça a suscité une vaste polémique. Le préfet de Rome s'en est expliqué assez maladroitement d'ailleurs. Et puis cette histoire, elle ne s'est pas terminée là, puisqu'il y a quelques jours à peine, la famille de cet homme a été invitée sur la télévision publique. Ils ont en toute liberté pu chanter les louanges du patriarche sans jamais être contredit, ce qui a fait dire à une journaliste italienne qu'elle a eu l'impression d'avoir assisté à une édition spéciale pour Mère Teresa. Est-ce que l'Italie va un jour réussir à se débarrasser de la mafia, au moins de cette complaisance envers les clans mafieux? Bon, écoutez, ça a été un désastre. Ça a été un désastre en termes de faits, de réalité. Ça a été un désastre en termes d'image. On ne réussit pas à comprendre très bien en Italie l'effet que tout ça a dans le reste du monde. On peut faire le plus beau, le plus bel expo du monde, on y travaille, on fait... ce que vous venez de raconter a un effet terrible. Vu d'ici, c'est assez... Oui. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Ah. Donc, j'étais encore plus gâché dans tout ça. Mais effectivement... Et la lutte est perdue contre la mafia? Non, la lutte n'est pas perdue parce qu'on a eu un tas de succès sur le terrain. Il y a eu des arrestations, beaucoup. Dans le sud, les choses ont beaucoup changé. Mais la vérité, c'est qu'on ne va jamais battre tout ça si le pays reste avec un chômage de 40% parmi les jeunes. Parce que la force de ces hommes, c'est d'aller chez les jeunes qui n'ont pas de travail et de leur dire « moi, je te donne un travail ». Alors là, il faut absolument que la sortie de la crise soit, naturellement, c'est le premier grand défi. Et naturellement, il faut qu'à côté de ça, il y a des lois très dures contre tout ce qui est complaisance et tout ce qui est... L'un de vos combats, Enrico Letta, c'est l'Europe. Vous êtes profondément européen, vous avez travaillé aux côtés d'Helmut Kohl, de Romano Prodi, de Jacques Delors, etc. Et vous définissez même comme fédéraliste. Vous êtes fédéraliste, mais le fédéralisme, c'est encore l'avenir de l'Europe? Ça n'existe plus, il n'y a plus de fédéralisme européen. Moi, je pense que la seule possibilité dans le futur, dans notre futur, si je pense à mes enfants, et je me dis dans 20 ans, dans 30 ans, dans quel monde vont-ils vivre? Je me dis que la seule chose qui compte est de voir les choses en profondeur, en longueur. Vous savez, il y a 20 ans, l'Europe et les États-Unis, le monde occidental, c'était le 45% de l'économie mondiale. Et les BRICS, c'était le 17%. L'année prochaine, ils vont nous dépasser. Ils vont être le 33 et nous, on va être le 32 en 20 ans. Et la course ne s'est pas arrêtée. Donc, dans les prochains 20 ans, que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont être le 45% du monde et nous le 17%? Alors, si c'est comme ça, le point est, et il faut être très clair, que dans le futur, le monde ne sera plus eurocentrique. Le monde aura une place là où les choses se décident pour cette partie du monde. Alors, cette place, il n'y aura pas de 5-4 chaises, une pour l'Allemagne, une pour l'Italie, la France, la Grande-Bretagne. Il y aura une chaise. Pour l'Europe. Alors, on peut remplir cette tenir chaise. sur une chaise. Oui, parce que la seule possibilité, parce que vous savez, l'Europe, c'est 500 millions d'habitants. La Chine, l'Inde, le Nigeria va avoir 500 millions d'habitants comme l'Europe dans quelques années. Donc, mon point est, dans 20 ans, ou bien nous, les Européens, on est tous ensemble, et alors on aura la taille pour parler aux Chinois, aux Américains, aux Indiens, ou bien si on reste tout petit, isolé, on va être inutile dans le monde. Vous avez compris? Tous sur une chaise. On sera plus autour de la table. Très bien, Renaud Dely. Enrico Letta, je vous propose de poursuivre ce hors-série de 28 minutes, une analyse de l'actualité avec un regard international. Deux correspondants de la presse étrangère vont nous rejoindre, l'américaine Anne Bagamary du International New York Times et l'allemand Thomas Henke, notre ami Thomas Henke du quotidien Handelsblatt. On les retrouve après un tour à Milan grâce au drone de Marc-Antoine de Porrette.
Italie, Milan, une ville située au sud de la Banane bleue. Cet arc relie les principales mégalopoles européennes. Au centre de Milan, la Piazza del Duomo avec la grandiose cathédrale de la Nativité de la Sainte Vierge. La troisième plus grande église au monde, il aura fallu 5 siècles pour la construire. Au nord de la place, la prestigieuse galerie commerçante Vittorio Emanuele II. Couverte par une verrière impressionnante, on l'appelle le Salon de Milan. En la traversant, on arrive sur l'une des grandes fiertés de l'Italie, la Scala, la salle d'opéra bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et reconstruite dès la Libération. Le premier bâtiment qu'ils ont décidé de reconstruire, j'étais enfant et j'ai tout vu. Brique par brique, ils ont reconstruit la Scala. Milan est aussi l'une des capitales mondiales de la mode. Prada, Valentino, Marni, Versace, Dolce & Gabbana s'exhibent ici. Aujourd'hui commencent les défilés de la Fashion Week. Le quartier général, établi autrefois au palais Giureconsulti, déménage pour la première fois dans un nouveau lieu, Porta Nuova. 25 tours dont le fameux gratte-ciel végétal Bosco Vertical. Ce quartier d'affaires réhabilité ces dernières années vient d'être entièrement racheté par le Qatar pour 2 milliards d'euros. C'est assez regrettable qu'une zone historique de Milan soit de propriété étrangère, en espérant qu'il garde ce quartier en bonne condition pendant longtemps et qu'il ne soit pas abandonné quand les intérêts économiques seront terminés. À 8 km au nord-ouest de Porta Nuova, un autre quartier est sorti de terre pour accueillir l'exposition universelle. 145 pays représentés, 12 000 arbres et des canaux transformant le site en île. Ici, le pavillon français représente un paysage inversé. Budget total de l'événement 3,2 milliards d'euros. Pour un chantier qui a accumulé les retards et provoqué un énorme scandale de corruption. Parmi les personnes interpellées, le numéro 2 de l'expo, Angelo Paris. Soupçonné de distribuer les contrats de construction en échange de juteuses rétributions financières. Bonsoir Anne Bagamary, vous êtes journaliste à l'International New York Times. Bonsoir Thomas Henke, vous êtes correspondant à Paris du quotidien économique allemand Handelsblatt. Et avant de démarrer le débat, l'Expo universelle, vous y étiez, Enrique? Oui, c'est un grand succès. Oui. Je suggère à tout le monde d'y aller. Oui. Mais la chose qui m'a vraiment frappé, c'est si vous y allez, allez-y avec l'idée de grouper les pays avec 2 idées. Les pays du futur et le pays du présent ou du passé. Et vous verrez que les pavillons des pays du futur, ils sont tous à l'est. Et les pavillons des pays présents, passés, ils sont tous chez nous ou à l'ouest. Le message est clair. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis que le monde est en train de changer de centre. Alors nous, les Européens, ou bien nous nous mettons tous ensemble, alors on peut dire la nôtre dans le monde de demain, ou bien les gens viendront chez nous pour voir la Scala et tout le reste, mais... Alors justement, des gens qui viennent chez nous, ce sont aussi des réfugiés. Voilà. Parlons de ce dossier, Renaud, à propos du sommet qui a eu lieu hier et qui a débouché sur... Et de la fracture que provoque ce sujet, justement, là aussi une fracture Est-Ouest d'ailleurs, puisque hier on a eu une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne qui s'est conclue finalement par un accord, mais un accord au forceps, puisqu'il a fallu en passer par un vote à la majorité qualifiée pour se répartir les 120 000 réfugiés entre les pays membres de l'Union européenne. On sait que 4 pays ont voté contre, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Un 5e pays, la Finlande, s'est abstenu. Est-ce que le fait de devoir imposer comme ça, par la force, la position d'une majorité à une minorité de pays, est-ce que c'est pas un peu la mort du rêve européen, justement, qui a fonctionné très longtemps par consensus? Thomas Henke, peut-être? Pardon, je ne crois pas du tout que c'est la mort du... Plutôt, c'est un pas en avant, parce que c'était prévu dans les traités, ce vote à la majorité, même dans des cas qui sont extrêmement sensibles, comme le droit d'asile, les réfugiés. Ça n'a jamais été appliqué. Et là, on ose faire ce pas en avant. Et là, on a une fracture, on a une séparation au cœur de l'Europe. Oui, mais la fracture, on l'avait avant. Souvenez-vous des réfugiés qu'il y avait dans les années 90. Chaque pays a géré la crise comme il voulait. Là, au moins, on essaie de faire ce pas en avant. On l'a réussi. C'est un accord au forceps, c'est vrai, mais je crois que c'est un début de quelque chose qui peut et qui doit devenir beaucoup plus large, parce que 120 000, c'est rien, c'est complètement ridicule. Parce qu'il y aura presque 1 million de réfugiés qui vont arriver rien qu'en Allemagne. Oui. Donc je crois
personne ne veut en parler, mais je crois que dans le futur... Pourquoi personne ne veut en parler? Pourquoi personne ne veut en parler? Demander le gouvernement français, peut-être. Ouais, parce que c'est surtout lui qui ferme un peu la bouche. Qui ferme la bouche. Anne Bagamary, faut-il sanctionner les pays, les 4 pays qui ont été nommés, évoqués par Renaud Dely, qui ne veulent pas accueillir de réfugiés? Étant donné que je ne suis pas dans la tête des chefs de gouvernement ou d'État d'Europe, je dirais que les sanctions, c'est peut-être contre ce grand rêve européen. Le grand rêve américain de l'Europe. Voilà, le rêve américain de l'Europe. C'est vrai que de nos temps, on a vu l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, devoir agir ensemble, mais faillir agir ensemble. Par exemple, la crise de l'euro, d'autres crises de gouvernance, la crise de la Grèce, par exemple. Cette fois-ci, ils ont pris la décision de voter à la majorité. Les sanctions, ça semble au moins contre l'idée de la démocratie et de l'action. Mais le problème que pose ce dossier, Anne Bagamary, vous l'expliquez à l'instant, ils ont voté à la majorité, mais ceux qui ont voté contre, certains d'entre eux en tout cas, refusent, annoncent qu'ils n'appliqueront pas l'accord. Je voudrais juste vous faire écouter quelques secondes du Premier ministre slovaque qui s'exprimait à l'issue de cet accord. Je préfère plutôt faire face à une procédure de transgression contre la République slovaque que d'accepter ce diktat de la majorité qui n'était pas en mesure de faire passer sa position en se basant sur des arguments rationnels et de parvenir à un consensus au sein de l'UE. Un diktat auquel il ne se soumettra pas, dit le Premier ministre slovaque. Donc lui, il faut sanctionner ce pays, Enrico Letta? Je pense qu'un Premier ministre d'un pays des 28 ne peut pas parler comme ça. Mais elle ne peut pas parler comme ça parce que l'Europe vit sur la solidarité entre les pays européens. Donc on prend des décisions que dans ces sujets-là, par exemple... Est-ce que quelqu'un est en condition de dire que chaque pays serait en condition de gérer mieux tout seul la question de l'immigration? Mais c'est de la folie pure. On sait très bien que cette grande et très difficile question ne peut être... on peut faire face à ça que ensemble. Donc il faut relancer l'Euro-Méditerranée, ce projet? Ça, c'est l'autre côté de la question. C'est-à-dire que on est là parce que pendant les dernières 20 années, on n'a rien fait sur la Méditerranée. On n'a rien fait de sérieux. On a pensé de faire des choses qui n'ont jamais abouti à rien. Et là, je pense qu'il y a un problème de l'Europe. Vous savez, la frontière entre le sud de la Méditerranée et le nord de la Méditerranée est la frontière unique dans le monde, là où les riches voient les pauvres et les pauvres voient les riches. Et il n'y a aucune frontière au monde qui est comme ça. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Justement, aucune frontière au monde ne peut fermer les yeux devant ce problème des réfugiés, y compris justement les États-Unis. On sait que les États-Unis ont annoncé, ce n'est pas un problème qui concerne que l'Europe, ils ont annoncé qu'ils accueilleront à peu près 80 000 réfugiés. Je crois que c'est 100 000. C'est quand même donc entre 8 et 10 fois moins que l'Allemagne. Pour 300 millions d'habitants. C'est sûr. Et ça aussi, ça a été un compromis pour le gouvernement Obama. Ils ont commencé à dire qu'ils accepteraient 10 000. L'immigration et l'accueil des réfugiés est difficile aux États-Unis et surtout que c'est un pays fondé sur la migration, sur le fait que les réfugiés avaient besoin d'une terre natale, en fait. C'est quelque chose qui... Quand j'entends, par exemple, le chef d'État de Slovaquie, c'était la Slovaquie qui a parlé. Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, il parle pour... Je suppose qu'il parle pour ses électeurs, c'est pas pour un public domestique, intérieur. Et aussi, il ne dit pas qu'il veut partir de l'Union européenne. Il tire plus d'avantages à être parti de l'Union européenne que de sortir. Donc, quand il dit sanctionnez-nous, il ne renonce pas à être partie du club. À faire partie de l'Europe. On change de sujet, Nadia. Vous avez regardé la télévision des autres et vous avez découvert un truc inouï. Oui. Ce qui devait arriver arriva. Ça nous pendait au nez. Un chef d'État participe à une émission de télé-réalité. Imaginez par exemple François Hollande en Bermuda multipoche pêchant le brochet à main nue. Et ben c'est ce à quoi vont assister les citoyens américains, pas avec François Hollande, mais avec Barack Obama, puisqu'au mois de novembre prochain, il va participer à l'émission de télé-réalité d'aventure, pardon pour l'accent, Running Wild with Bear Grylls, qui est donc diffusée sur la chaîne NBC. Et là, je le répéterai pas, elle a déjà été enregistrée.
Le principe de ce programme est simple. Donc l'animateur et aventurier Bear Grylls embarque avec lui une célébrité dans une contrée hostile. Et pendant 10 jours, ils vont trouver une zone habitée, se nourrir et se protéger des bêtes sauvages. Le succès de l'émission repose aussi sur 2 choses très simples. La personnalité de cet homme, ce survivaliste un peu cinglé qui n'a aucun surmoi, et le plaisir coupable de voir des stars souffrir. Les records d'audience ont été enregistrés quand des stars ont bu leur propre urine ou ont escaladé une falaise à main nue. Alors je vous rassure, rien de tout ça pour Barack Obama. Les services secrets américains ont été consultés pour le tournage. On imagine bien qu'il n'était pas hyper pour la falaise. En revanche, un extrait a été diffusé sur la chaîne NBC et sur Internet, un extrait dans lequel on voit le président américain se faire un petit frichti. On regarde. Yeah, I'm starving. Let's see what you got. Oh, look at this. Look at this. And now this is for real. I found this on the riverbank, okay? So don't freak out too much, but this was half eaten by a bear. I think a piece of salmon, that'll work just fine. It would have been nice if we had had a cracker to go with it. Okay, should we try a little bit of this? Yeah, let's try that. That's tasty. Ça saute pas aux yeux, mais si Barack Obama s'est embarqué dans cette aventure, c'est pas tellement pour sa com personnelle, encore que, mais en tout cas, si on entend ce qu'il dit, pour sensibiliser la population américaine au réchauffement climatique. D'ailleurs, il a lui-même choisi de tourner cette séquence en Alaska, le pays qui est drogué au pétrole et qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du globe, pays aussi, où l'État a donné un accord pour que Shell puisse faire des forages. L'État, c'est Barack Obama qui a donné cet accord-là. On voit quand même un certain problème d'absurdité dans cette émission-là. En tout cas, ceux qui se demandent si COP21 oblige Angela Merkel, Matteo Renzi ou François Hollande vont lui emboîter le pas et manger du poisson pré-mâché par un ours, moi je ne sais pas, vous avez peut-être des informations. Des informations, non, mais des avis. Non, ça fait partie de la grande ligne des présidents américains. Même Richard Nixon, qui était peut-être le président le moins rigolo de nos temps, était un showman. Apparu sur une émission comique qui s'appelait Laugh-In. Ceux qui ont vécu les années 60, les années 70 et qui se rappellent de super... Mais quelle grande hypocrisie quand même. C'est-à-dire que d'un côté, il va lutter contre le réchauffement climatique et puis il donne son accord pour le forage. C'est pas si sérieux. Il se moque un peu des téléspectateurs. C'est vraiment pas si sérieux que ça. C'est vrai qu'il est en Alaska, il veut sensibiliser le peuple américain aux problèmes de l'environnement, etc., de l'ambiance. Mais très franchement, je crois qu'il a fait ça parce qu'il est showman. Il voudrait être George Clooney, tout simplement. Mais quand même, dans les colonnes de votre quotidien New York Times, un activiste écologiste a dit qu'il est littéralement l'incarnation du déni climatique après ce qui s'est passé avec Shell, qui a été autorisé à forer en Alaska. D'accord, je crois le peuple américain est capable de faire la part des choses. En fait, c'est la carrière de Ronald Reagan à l'envers. Président d'abord, acteur ensuite, non? Non, mais c'est très important aux États-Unis d'être un mec comme les autres, et c'est ce qu'il fait à la fin de la présidence. Ah oui, un mec normal, comme on dit en France. Vous savez. Un mec normal. Alors, on va parler de la presse internationale qui est absolument en état de choc suite au scandale qui a frappé Volkswagen. Le président de Volkswagen a démissionné cet après-midi. L'Allemagne est éclaboussée. Volkswagen, c'est une icône mondiale quasiment. C'est le premier constructeur automobile mondial. 600 000 employés, n'est-ce pas, Thomas Hanke, à travers le monde. Mais ne faites pas cette tête, ça n'est pas de votre faute. Si 11 millions de voitures... Toyota, qui est toujours le premier. Alors apparemment, ce serait devenu Volkswagen. 11 millions de voitures, donc, ont été détectées avec un test qui avait été truqué grâce à un logiciel. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que l'Allemagne est entachée par ce scandale, Thomas? Évidemment, évidemment. Pas seulement Volkswagen, mais on se pose des questions sur les autres producteurs. On se pose des questions sur la politique, parce qu'il paraît que le ministre des Transports était... pas dans le coup en ce qui concerne Volkswagen, mais au moins qu'il était au courant que ces technologies existent, qu'il était en train de discuter avec la Commission européenne comment on pourrait l'encadrer, la traiter. Mais en même temps, je dois dire, Volkswagen, c'est une entreprise très, très particulière en Allemagne. Parce qu'il y a 10 ans, on a eu un scandale énorme, parce qu'on a su que l'entreprise a payé des prostituées donc pour les représentants des travailleurs, pour les amadouer, pour qu'ils donnent leur accord à des décisions de l'entreprise. L'émission part en vrille, là, on a pas des trucs. Quand on parle de télé-réalité, là, c'était vraiment... Donc, on sait que c'était une entreprise qui est extrêmement... qui a beaucoup, beaucoup de succès sur le plan commercial, mais en même temps, c'est pas vraiment un exemple en ce qui concerne la gouvernance. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un scandale, justement, à l'échelle européenne, que d'autres constructeurs
européen soit touché demain, Enrique Letta? Écoutez, je ne pense pas que la chose puisse rester ciblée seulement dans... Circonscrite à Volkswagen. Non, c'est pas possible. Il faut que... premièrement, il faut dire que c'est une chose qui avait des contrôleurs nationaux. Ce sont des questions qui sont... Donc, ce n'est pas une faute de l'Union européenne pour une fois, là, il faut le dire. Il faudrait peut-être demander à l'Union européenne d'intervenir pour vérifier que la chose ne se passe pas à tous les niveaux de l'Union européenne. Ça, je pense que c'est une des questions. Il faut préciser que c'est une ONG composée de 27 personnes, en tout et pour tout, ONG américaine, qui est à l'origine de la révélation de ce scandale, dont des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que des citoyens peuvent dénoncer les exactions d'une multinationale. C'est rassurant? Oui, c'est rassurant. C'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. Donc, tout est sous contrôle et c'est bien. La seule chose que je voudrais ajouter, parce que j'ai vu, vous savez, en Italie, on regarde aux Allemands avec un peu de souci, les Allemands qui donnent les devoirs à la maison, qui sont excellents. Et maintenant, on est soulagé. L'Allemand est pris la main dans le sac. Je pense que c'est absolument... c'est pas le moment de faire des discours de stéréotypes nationaux, parce que je vois que ça passe. Alors, ce sont des dirigeants, oui, ce sont des dirigeants allemands, d'une usine allemande, qui ont triché. Point. Il faut qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Il faut que la chose change et que les règles empêchent que ça puisse devenir comme ça d'autre part. Est-ce que les grands vainqueurs dans l'histoire, si j'ose dire, dans ce drame, c'est pas les Américains? Est-ce que là aussi, on voit, c'est la justice américaine qui ébranle un grand constructeur européen? Il va y avoir probablement des amendes gigantesques de près de 20 milliards d'euros. Non, mais très franchement, chapeau à l'organisation qui a dépisté la triche. Mais en fait, on ne peut pas dire de nos temps, un temps de mondialisation, que les vainqueurs, ce sont les Américains ou les vainqueurs, ce sont les Français. Derrière, c'est une guerre économique entre... Non, mais Volkswagen est une société qui est implantée aux États-Unis. Il y a des fabricants, il y a plein d'employés. Et les États-Unis sont un marché crucial pour le Volkswagen. Absolument, mais aussi c'est un marché crucial pour les employés. Il y a plein d'employés Volkswagen qui habitent les États-Unis. Volkswagen est en partie, ça fait partie de l'économie américaine. Alors, on passe à la deuxième actualité de la semaine, la visite du pape aux États-Unis. Précisément, il est arrivé hier soir. Il doit prononcer un discours vendredi à l'Assemblée, devant l'Assemblée générale de l'ONU. Enrico Letta, ce pape François, a été la grande rencontre de votre vie. Vous l'avez rencontré. D'ailleurs, c'est grâce à lui, au fond, que vous avez pu monter l'opération Mare Nostrum, 2 mois après qu'il soit allé à Lampedusa plaider pour les réfugiés qui venaient s'échouer sur les rivages de Lampedusa. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Comment vous voyez ce voyage? Bon, je pense que c'est un voyage d'énorme importance parce qu'il est là avec 3 fonctions différentes. Oui, lesquelles? C'est le grand chef d'une religion importante aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est une religion qui est, si je peux me permettre d'employer des termes qui ne sont pas très corrects, un peu plus conservatrice que sa vision donne au reste du monde. Donc, premier point. Deuxième point, c'est un grand homme de communication. C'est un grand homme de communication globale. On l'a vu à Cuba, on l'a vu encore à Cuba. C'est un homme qui n'est pas jeune, mais il a une jeunesse dans sa tête, une capacité de percer la communication globale. Il maîtrise les nouveaux outils. Troisième point, c'est le chef d'une diplomatie. Il ne faut pas oublier ça, parce que derrière le rapprochement Cuba-États-Unis, c'est l'Église catholique, ou bien c'est le Vatican. Ce sont 2 choses différentes. C'est l'État du Vatican avec tout ce qui... Et ce n'est pas un cas qu'il ait décidé de faire la visite Cuba-États-Unis. Expliquant qu'il était le traduit. Cuba-États-Unis, Nations Unies. C'est un triangle qui est... Du point de vue de communication, c'est génial. C'est brillant. Et comment, Anne Bagamaray, comment peut-il être accueilli aujourd'hui aux États-Unis, ce pape altermondialiste, quasiment ce pape rouge, dans un pays, les États-Unis, où on voit une frange du pays en ce moment qui est de plus en plus visiblement séduite par Donald Trump? Est-ce qu'il n'y a pas un... Encore une fois, c'est vu d'ici, Anne Bagamaray. Pas le pays entier. Non. J'ai dit une frange du pays. J'ai dit une frange du pays. C'est vrai. Et une frange du pays conservatrice, évidemment, extrêmement conservatrice. Comment peut-elle accueillir ce pape rouge, encore une fois? Il n'y a pas un fossé? D'abord, si on veut parler de conservateurs ou de progressistes, le fait que le pape soit moins capitaliste que, par exemple, Donald Trump, n'empêche qu'il soit accueilli chaleureusement aux États-Unis. Parce que pour moi, le pape, c'est un miroir
dont on voit sa propre réflexion. Ceux qui sont conservateurs, comme par exemple les anciens de l'Église catholique aux États-Unis, verront un pape qui ne renonce pas au dogme de l'Église, qui n'est pas prêt à accepter l'avortement, par exemple le divorce à part entière, le mariage pour tous. Oui, ça c'est un peu la vieille Église. Pour les jeunes de l'Église catholique aux États-Unis, c'est plutôt une ouverture d'esprit envers les bonnes œuvres, les défavorisés, etc. Ça, c'est aussi l'Église catholique et ça, c'est aussi ce pape. Et en ce qui concerne la politique américaine, chacun voit ce qu'il veut. Et là, je crois que les progressistes, les conservateurs voient en le pape quelqu'un qui pourrait peut-être faire venir des électeurs. Ouais. Non, une question, on n'a pas évoqué, vous n'avez pas parlé non plus, Enrico Letta, d'écologie. Or, c'est un pape qui a un discours extraordinairement virulent et porteur. On se souvient de son encyclique du mois de juin dernier sur l'écologie. On parlait de Barack Obama et ses positions pour le moins ambivalentes sur l'écologie à propos de Shell. Thomas Henke Et on pense que le pape va utiliser ce voyage pour pousser Obama et son gouvernement vers plus de concessions avant la conférence COP21 à Paris. Oui. Et deuxièmement aussi, pour le pousser à accueillir davantage de réfugiés. Donc là, on peut dire, sont deux positions progressistes, mais en même temps, pour moi, c'est pas un pape rouge quand même. Il reste extrêmement conservateur conservateur sur les questions sociétales. Voilà. Oui. Je crois que le forcing a déjà été fait. Je crois que le fait que les États-Unis a accepté d'accueillir 100 000 réfugiés au lieu de 10 000, c'est à cause du fait que le pape... C'est un début. Merci à tous les trois. Merci d'avoir participé à ce débat. Enrico Letta, merci Anne Bagamary, Thomas Henke. L'émission continue avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin. Nos deux points de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité internationale, encore une fois évidemment ce soir, juste après des intox qui repoussent la date de la fin du monde. Regardez. Que quelques jours avant la fin du monde. Selon de nombreux blogueurs et youtubeurs évangélistes, elle aura lieu à la date très précise du 24 septembre 2015, jour où s'écrasera un astéroïde de 4 km de diamètre au large de Porto Rico, déclenchant tsunami et catastrophes climatiques. Cette thèse est défendue depuis plusieurs années par un prophète, Efraín Rodriguez. Mais celui-ci se garde bien de préciser le jour du jugement dernier. La première personne à dater précisément la chute de l'astéroïde est une certaine Renée Moses. La blogueuse évangéliste a publié une vidéo sur un site conspirationniste. Un de ses arguments, Laurent Fabius. Nous avons 500 jours pour éviter un chaos climatique, a déclaré le chef de la diplomatie le 13 mai 2014 lors d'une conférence de presse avec John Kerry. Et 500 jours après le 13 mai nous amène au mois de septembre, explique-t-elle. En réalité, le ministre faisait allusion à la conférence sur le climat qui se déroulera à Paris début décembre. Une vidéo quasi identique publiée le 7 décembre a été vue plus de 2,3 millions de fois. Les théories apocalyptiques et annonces de collisions diverses avec des astéroïdes sont légion. Mais cette fois, la rumeur a pris une telle ampleur que la NASA s'est vue obligée de répondre le 19 août. Pas de panique, insiste-t-elle. Il existe moins de 0,01% de chance pour qu'un astéroïde frappe la Terre dans les 100 prochaines années. En 2012, l'agence spatiale américaine avait déjà dû ouvrir un site internet pour rassurer sur la fin du monde prévue par le calendrier Maya. Merci des intox. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir. Content de vous voir. Également. Bonsoir Xavier Mauduit. Tellement content de vous voir. On va évoquer des informations insolites et le présent, le passé, enfin bref, l'histoire avec vous. On commence avec vous Xavier. Vladimir Poutine, renforcé sur un plan électoral grâce à des élections régionales la semaine dernière. Et ça vous fait penser à Ivan le Terrible. Ben oui, Ivan le Terrible, le premier à avoir porté le titre de tsar, c'était au XVIe siècle. Un type horrible, sanguinaire, pire que le chasseur qui a tué la maman de Bambi. C'est peu dire, quoi. Et l'image la plus terrible du règne d'Ivan le Terrible, c'est le 16 novembre 1581, quand le tsar se met en colère contre sa belle-fille, l'épouse du tsarévitch Ivan Ivanovitch, où elle avait fait n'importe quoi, elle était mal habillée. Enfin bon, le tsar l'a frappé. Ivan Ivanovitch s'interpose entre son père et sa femme. Mauvaise idée, hein. Il se prend le sceptre en pleine tête. Bon, bah, il meurt d'une longue mais belle agonie. Voilà. Alors, est-ce que ça suffit pour faire d'Ivan le Terrible un monstre? Alors, en Occident, c'est vrai que c'est une tradition de critiquer l'autocratie russe. Ah, bah, déjà au XVIe siècle, hein, Ivan le Terrible faisait peur. Quand chez nous, c'était les guerres de religion. Pas joli non plus. Hein, non. Non, surtout Ivan le Terrible avait voulu étendre la Russie vers l'ouest, vers les pays baltes. Et ça, vraiment, c'est un boulot de tyran. On ne le supporte pas.
En Russie, c'est différent. Bon, déjà, Staline aimait bien Ivan le Terrible. Mais entre tyrans, on peut s'entendre, il n'y a pas de souci. Eisenstein, dans son film Ivan le Terrible, le présente comme un défenseur de la nation russe. Bon, c'était la guerre. Mais aujourd'hui encore, une grande partie de la population considère qu'Ivan le Terrible a une image plutôt positive. En tout cas, moins négative que chez nous. D'ailleurs, le mot que nous, on traduit par terrible, en russe, pourrait se dire sévère. Voilà, Ivan le sévère. C'est moins peur d'un coup. Ouais, c'est mieux. Bon, voilà, donc, Ivan, pas si terrible que ça. Il aimait l'architecture. Il était tout juste sévère, quoi. L'architecte qui a construit la cathédrale, eh bien, Ivan lui demande, est-ce que tu serais capable de refaire une beauté pareille autre part? Bien sûr, Majesté, lui dit l'architecte. Alors, vous savez ce qu'il a fait, Ivan? Il lui a crevé les yeux pour que jamais plus il ne refasse cette beauté. Voilà. Et l'architecte avait même plus ses yeux pour pleurer. Ouais. C'est dur, hein? Oui. C'est un peu sévère comme châtiment quand même. Non Renaud Dely. Jean-Mathieu Bernard. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va faire une petite chronique auto avec un jeu un peu complexe. Un peu complexe, pardon, excusez-moi. Das Auto. Ah bah bien sûr, voilà. Un peu complexe. Alors vous savez, en France, on a le volant à gauche et on conduit à droite. En Bretagne, on a le volant à droite et on conduit... À gauche. À gauche, exactement. Bravo, Nadia, c'est normal qu'en Birmanie, où il y a le volant à droite, on conduise. À gauche. Eh ben non, on conduit à droite en Birmanie. Volant à droite, on roule à droite également. Il y a beaucoup d'angles morts, là. Exactement. Non, mais alors, vous allez voir, c'est pour ça que d'ailleurs en Birmanie, c'est le plan de circulation le plus dangereux du monde. Et ça date du début des années 70. Conduire à l'époque à gauche, puisqu'on roulait à gauche, c'était un héritage de l'Empire britannique. C'était une ancienne colonie britannique. Et à l'époque, le dictateur de l'époque, Ne Win, il décide, après avoir consulté son voyant, de dire ça, c'est plus possible. Alors tout le monde va rouler à droite. Alors tout le monde se met à rouler à droite, mais en gardant sa voiture avec son volant à droite. Parce qu'à l'époque, comme c'est une dictature, il n'y a pas d'exportation de voitures étrangères. Donc c'est impossible de trouver une voiture avec un volant à gauche. Alors à ce moment-là, ce qu'on fait en 2011... On fait du vélo. En 2011, lorsque la junte militaire passe le pouvoir aux civils, eh bien là, ils se disent « Ah bah tiens, ça serait bien ». Et d'ailleurs, c'était cette semaine, ils se disent « Ça serait bien de mettre le volant à gauche maintenant, en fait ». Et donc tout le monde se retrouve. Il y a 90% quand même des conducteurs birmans qui se retrouvent à changer de véhicule. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de dictature, eh bien, il y a plus de voitures étrangères. Il y a Volkswagen maintenant. Voilà, il y a des Allemandes, en effet, il y a des Françaises, des Américaines, donc il faut se conformer au monde entier. Seul souci est là où ils sont en colère, c'est qu'ils doivent changer de véhicule, mais ils n'ont aucune aide financière de la part du gouvernement. Donc tout le monde doit racheter un véhicule. C'est donc très difficile de se mettre en conformité avec le reste du monde. Alors moi, j'ai juste un conseil à vous donner. Si jamais un Birman vous propose une partie de 1000 bornes, refusez, vous êtes sûr de perdre. Non, non, là, j'avoue que je suivrai le conseil de Jean-Mathieu. Voilà. Je vais arrêter. Je n'aurais pas de avec un Birman. 28 minutes est terminé, oui. 28 minutes est terminé. Embrassez Bambi, sa maman, tout le monde. Surtout pas le chasseur. Merci mes amis. À suivre sur l'antenne, on n'a plus le temps d'évoquer le replay enrichi. À suivre sur l'antenne, Pierce Brosnan qui emballe sur la côte amalfitaine après avoir pris des leçons chez nos amis Pernin et Mauduit. Et à 22h45, l'événement d'Arte, le grand portrait documentaire consacré à Roland Barthes et pas Roland Barthès, Nicolas Sarkozy. J'écris pour être aimé, disait le sémiologue. Barthes aimable, oui, à 22h45. À demain 20h05, tchuss, bis.